Le 11 janvier 2026, la région du Sahel se trouve à un carrefour historique. Ibrahim Traoré, désormais président de la Confédération des États du Sahel, est confronté à un défi de taille. Comment accélérer la transition politique dans un contexte régional instable? Cette transition rapide et ambitieuse a soulevé des espoirs de stabilité, mais aussi des inquiétudes sur la capacité à maintenir l'unité face à des tensions internes et externes. Alors que le monde observe, Ibrahim Traoré parviendra-t-il à faire face aux forces contraires et redéfinir l'avenir du Sahel? Un véritable test de leadership commence ici. Le 11 janvier 2026, Ibrahim Traoré a pris les rênes de la Confédération des États du Sahel avec l'espoir d'une nouvelle ère de coopération régionale. Cependant, les promesses de stabilité et de sécurité sont confrontées à des défis profonds. Dans un Sahel marqué par des crises sécuritaires, des tensions diplomatiques et des défis économiques, le mandat de Traoré sera testé sous pression. La question fondamentale est de savoir si cette transition rapide est la solution à long terme ou un pari risqué. Les attentes sont grandes, mais les risques tout autant. Les promesses d'unité et de développement doivent se concrétiser dans un contexte où la coordination régionale reste fragile. Comment Traoré naviguera-t-il dans cette mer agitée de défis multiples pour transformer sa vision en actions tangibles? À peine investi, Ibrahim Traoré a lancé une série de réformes ambitieuses. Le 11 janvier 2026, lors de son discours inaugural, il a défini trois priorités clés: renforcer la sécurité dans un espace régional instable, consolider la souveraineté économique face aux pressions extérieures et unifier la voie diplomatique de la Confédération des États du Sahel. Ces objectifs ne sont pas nouveaux, mais ce qui distingue cette transition, c'est la rapidité avec laquelle Traoré entend les réaliser. En moins de 48 heures après son investiture, des décisions cruciales ont été prises, signalant une transition qui ne tolère aucune pause. Cependant, cette accélération suscite des inquiétudes. Un diplomate africain a résumé la situation en ces termes: soit la machine accélère pour durer, soit elle s'use en allant trop vite. En coulisses, une tension palpable s'installe. L'absence de structure centralisée classique, sans capitale fédérale et avec des défis militaires quotidiens, pose une question fondamentale. Comment faire vivre une confédération sans les infrastructures habituelles? La réponse semble résider dans une dynamique de collaboration renforcée entre les États membres où chaque action est validée collectivement. La rapidité d'exécution est devenue une marque de fabrique de la gouvernance sous Traoré. Dès son investiture, les mécanismes diplomatiques, sécuritaires et logistiques sont mis en action avec une coordination accrue, prouvant ainsi que cette transition est bien plus qu'un simple transfert de pouvoir. Les décisions stratégiques sont rapidement traduites en actions concrètes. La création d'une banque confédérale, l'activation des circuits sécuritaires transfrontaliers et la mise en place de nouveaux protocoles législatifs ont montré que la Confédération ne se contente pas de symboles, mais œuvre déjà à la construction de fondations solides. Cependant, cette intensité soulève des questions sur la durabilité de cette transformation à long terme. Ibrahim Traoré se positionne comme le leader visionnaire de la Confédération des États du Sahel, mais sa transition n'est pas simplement une question de politique. Dès son investiture, il s'est attaqué aux défis immédiats, et ce, sans attendre. Sa priorité est claire: garantir une sécurité régionale stable. Sous sa direction, les forces militaires confédérées ont opéré de manière coordonnée, envoyant un message fort: l'ère des décisions nationales isolées et révolue. Au lieu de gouverner de manière hiérarchique, le système sous Traoré fonctionne sur un modèle de décision partagée, où les actions sont décidées de manière collective à travers des protocoles communs.
Ce changement dans la dynamique de leadership est instantané. Dans les premiers jours, des actions concrètes ont été menées sur le terrain. Un sergent burkinabé, revenant du front peu après l'investiture, a partagé une anecdote révélatrice. Sur le terrain, tout a changé. Nous agissons désormais en suivant des protocoles communs. Plus de centralisation, mais une plus grande efficacité. Ce témoignage démontre que la transition est loin d'être théorique. Elle se traduit par des résultats tangibles dans les opérations militaires et diplomatiques. La communication entre les différents États membres s'est fluidifiée et accélérée, favorisant une meilleure coordination des interventions. Dans le domaine diplomatique, une réunion informelle entre jeunes diplomates des trois capitales a eu lieu sans agenda officiel, mais avec un objectif clair: accélérer l'harmonisation des positions régionales. Les objectifs sont partagés, les méthodes uniformisées, et Traoré a insisté sur un principe. La voix de l'AES doit être collective, non nationale. Ce modèle de coopération intergouvernementale semble déjà être la norme, prouvant ainsi que Traoré est capable de diriger de manière pragmatique et rapide. La journée du 11 janvier 2026 marquait le début d'une nouvelle ère pour le Sahel, et en particulier pour la Confédération des États du Sahel, sous la direction d'Ibrahim Traoré. Dès son investiture, l'agenda de Traoré a été clair. La priorité était de réagir immédiatement aux tensions croissantes. La première mesure a été l'accélération des procédures de coopération entre les États membres, suivie par l'activation de nouvelles structures de défense et de diplomatie. En moins de 24 heures, les signaux envoyés par Traoré ont été clairs. L'AES, Alliance des États du Sahel, fonctionnerait comme un tout unifié et non comme un simple agrégat de nations indépendantes. Le 12 janvier, une série de décrets ont été signés, créant des canaux de décision rapides entre les exécutifs et les législatifs des pays membres. À Ouagadougou, un télégramme crypté a activé le premier cycle de patrouille transfrontalière. Cette action a été suivie par un déploiement simultané d'unités sécuritaires burkinabées, maliennes et nigériennes sur les lignes de front, ce qui a permis d'établir un contrôle de sécurité renforcé dans des zones jusque-là sous influence de groupes terroristes. À 15h42, un télégramme a signalé la réactivation de la zone de l'Iptako-Terra et moins de 12 minutes plus tard, les unités locales avaient reçu l'ordre de commencer les patrouilles. Le 13 janvier, la première réunion de coordination entre les ministères des Affaires étrangères des trois pays membres a été convoquée. L'objectif était de formaliser un mécanisme de diplomatie collective. À 16h27, un ajustement de la politique douanière a été annoncé, simplifiant les formalités aux frontières et réduisant le temps de passage des biens entre les États membres. Cela marquait un début de fluidification des échanges essentiel pour assurer la viabilité économique du projet de confédération. Les premières semaines ont révélé les premières conséquences tangibles de cette transition rapide: un nombre significatif de réductions d'incidents violents dans des zones sensibles, comme en témoignent les données de sécurité recueillies. Les zones frontalières, qui étaient considérées comme des zones rouges, ont vu une baisse moyenne de 37% des actes de violence. À Bamako et Niamey, des initiatives de coopération logistique ont également permis de réduire de 18 minutes en moyenne le temps d'attente au point de passage frontalier. Cependant, ce changement rapide ne vient pas sans critique. Des analystes redoutent que ce rythme effréné conduise à des tensions internes. L'une des critiques majeures est la crainte d'une trop grande centralisation du pouvoir autour de Traoré, qui cumule désormais les rôles de président du Faso, président de l'AES et chef de l'état-major politique. Ce modèle concentre un pouvoir énorme entre les mains d'un seul homme, ce qui pourrait entraîner un déséquilibre dans la répartition des pouvoirs et des responsabilités au sein de la Confédération. Malgré cela, les premiers résultats ont été impressionnants.
Non seulement le processus décisionnel a été accéléré, mais une véritable cohésion régionale semble se former, renforcée par une gestion centralisée et une volonté politique forte. Le leadership de Traoré, combiné à des réformes profondes, semble s'imposer comme la clé pour maintenir l'unité et accélérer les progrès. Derrière les discours de coopération et d'unité, les chiffres commencent à témoigner de l'efficacité du modèle mis en place par Ibrahim Traoré. Depuis l'activation des mécanismes confédéraux en janvier 2026, plusieurs indicateurs clés ont évolué et ces données confirment la rapidité et l'impact des réformes. Le premier élément mesuré est la sécurité, où la coordination des forces de défense des trois États membres a conduit à une réduction significative des violences dans les zones critiques. Les zones rouges, jusqu'alors échappant au contrôle de l'État, ont vu une diminution de 37% des incidents violents au cours des 6 derniers mois. Bien que cette baisse ne signifie pas la pacification totale, elle représente un changement majeur. Pour la première fois, l'initiative est revenue aux forces confédérées. Sur le plan logistique, les effets sont tout aussi frappants. La mise en place de la carte biométrique AES a permis d'observer une hausse de 25% des flux civils transfrontaliers entre les capitales des États membres. Cela a non seulement facilité les déplacements, mais aussi renforcé la confiance dans les institutions régionales. Les délais au point de passage frontalier ont diminué en moyenne de 18 minutes, un gain de temps considérable qui a permis une meilleure fluidité dans les échanges économiques. En termes diplomatiques, l'efficacité de la Confédération se manifeste également par une augmentation significative des accords bilatéraux signés sous la bannière AES. 5 accords ont été ratifiés au cours des premières semaines suivant l'investiture de Traoré, marquant ainsi l'implantation de la voie unifiée de la Confédération sur la scène internationale. Ces accords ne se limitent pas à des déclarations, mais sont soutenus par une nouvelle dynamique institutionnelle qui permet une coopération plus profonde et plus structurée. Enfin, les résultats sur le plan économique sont également positifs. L'ouverture de la Banque confédérale a permis d'allouer des lignes de crédit pour les petites et moyennes entreprises, PME, à travers la région. 213 projets ont déjà été préenregistrés, dont 47 dans l'agrotransformation et 31 dans l'énergie rurale. Ces initiatives sont destinées à stimuler la croissance régionale et à renforcer l'autonomie économique de la Confédération. La mutualisation des ressources et des infrastructures telles que les réseaux bancaires et le DUSAG et logistique constitue un levier important pour renforcer la cohésion économique et politique du Sahel. Ce bilan, bien que positif, demeure fragile. Les défis de coordination entre les différentes structures confédérales et les résistances internes à une centralisation trop poussée restent des questions cruciales. La question qui se pose est de savoir si ces résultats initiaux peuvent être soutenus à long terme, ou si l'optimisme précoce se dissipera face aux pressions croissantes. La véritable mesure du succès de Traoré sera dans sa capacité à maintenir cette dynamique de coopération sans la laisser se dégrader sous l'effet de conflits internes ou de tensions externes. La situation actuelle de la Confédération des États du Sahel sous la direction d'Ibrahim Traoré présente deux visions opposées. D'une part, les défenseurs de la réforme affirment que la rapidité et la centralisation de la prise de décision sont des facteurs essentiels pour surmonter les défis auxquels le Sahel est confronté. L'intégration rapide des mécanismes communs comme la Banque confédérale et la carte biométrique AES a permis une coordination améliorée entre les pays membres et une réduction des frictions administratives. Ce modèle centralisé
permet également une plus grande efficacité dans les réponses aux crises de sécurité et un impact plus rapide sur l'économie régionale. Les progrès réalisés en termes de sécurité et de fluidité des échanges sont des preuves tangibles que l'approche de Traoré commence à porter ses fruits. Cependant, cette approche rencontre des oppositions. Certains analystes craignent que la centralisation excessive des pouvoirs sous la direction de Traoré n'affaiblisse la souveraineté des États membres. L'unité de façade pourrait dissimuler un déséquilibre de pouvoir où la prise de décision se concentre trop autour de la figure du président de la Confédération. Ce modèle pourrait engendrer une fragmentation interne à long terme si les tensions entre les différentes forces politiques, économiques et sociales au sein de chaque pays membre venaient à émerger. De plus, l'accumulation de protocoles et de décisions législatives pourrait conduire à une rigidité bureaucratique ralentissant le processus de décision et créant des obstacles à l'adaptabilité nécessaire dans un contexte aussi volatile. La critique principale de ceux qui s'opposent à ce modèle réside dans la crainte que, en cherchant à tout centraliser, Traoré ne perde la capacité de répondre efficacement à la diversité des besoins spécifiques de chaque nation au sein de la Confédération. Les situations locales en matière de sécurité, d'économie ou de politique sociale nécessitent une certaine flexibilité dans les décisions. La peur est que cette approche trop rapide et trop uniforme risque de brider la capacité d'adaptation des États membres à des réalités spécifiques. Dans l'ensemble, deux visions s'affrontent. Une croissance rapide et centralisée qui génère des résultats visibles et un modèle plus souple et décentralisé qui pourrait mieux s'adapter aux réalités locales, mais au prix d'un rythme de transformation plus lent. La question demeure: quel modèle permettra à la Confédération des États du Sahel de s'épanouir durablement sans perdre son efficacité? Le rythme effréné du Sahel sous Ibrahim Traoré a provoqué une transformation radicale en un temps record. Mais il y a une vérité simple: les résultats tangibles d'une coopération renforcée ne sont pas un hasard. La Confédération fonctionne déjà comme un État sans capitale, un modèle inédit dans la région. Toutefois, ce succès rapide pourrait être le reflet d'un fragile équilibre entre centralisation et flexibilité. Les actions immédiates, comme l'activation des forces transfrontalières et la mise en place de structures bancaires communes, ont certes montré leur efficacité, mais l'avenir demeure incertain. Une question centrale persiste: l'accélération des réformes est-elle réellement durable? Des avancées notables en matière de sécurité et de diplomatie ne cachent-elles pas un risque d'épuisement face à des défis plus complexes à long terme? Par exemple, les tensions potentielles entre la souveraineté nationale et l'intégration régionale croissante pourraient bientôt apparaître sous forme de résistance interne. Ainsi, tandis que la Confédération semble fonctionner, sa stabilité future dépendra de la manière dont elle gérera cette dualité entre centralisation et flexibilité. Les transformations rapides et les réformes mises en œuvre sous Ibrahim Traoré ont déjà produit des effets visibles dans plusieurs domaines clés de la Confédération des États du Sahel. Tout d'abord, sur le plan de la sécurité, les données recueillies montrent une diminution significative des actes de violence dans les zones sensibles, avec une réduction de 37% des incidents violents au cours des 6 derniers mois. Cette baisse ne constitue pas une pacification totale, mais un déplacement du rapport de force. Les forces de la Confédération, désormais unifiées, ont repris le contrôle dans plusieurs régions autrefois instables, modifiant ainsi la dynamique de pouvoir dans la région. Sur le plan économique, l'impact est tout aussi tangible. L'activation de la carte biométrique AES
à faciliter les déplacements transfrontaliers avec une augmentation de 25% des flux civils entre les capitales des États membres. Cette fluidité des échanges a renforcé la confiance dans le système et facilité les activités commerciales, particulièrement dans les zones frontalières où la circulation des biens était souvent entravée. Les exportateurs ont vu leur délai de passage aux frontières réduit de 18 minutes en moyenne, ce qui a non seulement amélioré l'efficacité logistique, mais a aussi contribué à une hausse de la compétitivité régionale. Cependant, ces résultats positifs ne cachent pas des défis sous-jacents. La mise en place d'une banque confédérale et la signature d'accords bilatéraux sont des étapes importantes pour renforcer la cohésion économique, mais elles ne suffisent pas à résoudre les inégalités profondes entre les pays membres. Par exemple, les effets de la transformation sont plus visibles dans les grandes capitales que dans les zones rurales, où les informations sur les changements restent limitées. La fluidité des échanges n'est pas encore ressentie de manière égale dans toutes les régions. Les inégalités en matière de développement et d'accès aux ressources risquent de persister, voire de se creuser, si des efforts supplémentaires ne sont pas fournis pour garantir une répartition plus équitable des bénéfices de la Confédération. En termes diplomatiques, les premiers accords catalogués sous la bannière AES ont consolidé la position de la Confédération sur la scène internationale. Mais il reste à savoir si ces alliances dureront à long terme. L'unité affichée entre les États membres pourrait être mise à l'épreuve par des intérêts nationaux divergents, et le risque de tensions internes demeure présent. Dans l'ensemble, bien que les premiers résultats montrent des avancées notables, la Confédération devra encore prouver sa capacité à maintenir cette dynamique de changement face à des défis de plus en plus complexes. Les prochaines étapes devront être marquées par une gestion équilibrée des tensions internes tout en consolidant les gains obtenus dans les domaines de la sécurité, de l'économie et de la diplomatie. Les perspectives pour la Confédération des États du Sahel sous la direction d'Ibrahim Traoré sont multiples, et chaque scénario est façonné par des dynamiques internes et externes distinctes. Ces derniers mois ont révélé que la rapidité de la transition, combinée à une centralisation effective des pouvoirs, peut générer des résultats positifs, mais la durabilité de ces succès reste incertaine. Ainsi, trois scénarios distincts peuvent émerger dans les 6 à 12 mois à venir. Le scénario de base, le scénario optimiste et le scénario pessimiste. Dans un scénario de base, la Confédération poursuit son chemin avec une mise en œuvre continue de ses réformes, mais à un rythme soutenu et stable. Les objectifs principaux de sécurité, de coopération économique et de diplomatie continueront de progresser, bien que de manière plus mesurée. Les mécanismes de gouvernance partagés deviendront plus ancrés avec des ajustements administratifs permettant de répondre aux tensions internes. Toutefois, les problèmes de coordination et les divergences entre les États membres risquent de freiner certains projets à plus grande échelle, notamment dans les zones rurales et moins développées. Ce scénario suppose que la Confédération reste une entité forte mais vulnérable à des résistances internes croissantes. Dans un scénario optimiste, la Confédération connaît une expansion rapide, avec une intégration de plus en plus profonde des pays voisins. L'impact de la diplomatie unifiée pourrait entraîner une reconnaissance accrue de l'AES sur la scène internationale, ouvrant la voie à des partenariats globaux et à un soutien financier massif. Sur le plan économique, la Banque confédérale et les projets transnationaux pourraient y avoir une accélération significative soutenue par une nouvelle génération de leaders politiques régionaux
qui mettront l'accent sur l'intégration économique et la mobilité des ressources. En matière de sécurité, les forces confédérées prendront une plus grande initiative face aux menaces, avec des gains substantiels dans la lutte contre les groupes terroristes et une baisse continue des incidents violents. L'unité de la Confédération serait consolidée et Traoré pourrait devenir une figure clé de la stabilité régionale. Dans un scénario pessimiste, on envisage une stagnation ou même un recul dans certains domaines. Les tensions entre les membres, exacerbées par des priorités divergentes, risquent de s'intensifier, particulièrement si les décisions prises à un niveau centralisé entrent en conflit avec les aspirations locales. Sur le plan économique, les inégalités régionales pourraient devenir plus apparentes, avec des retards dans la mise en œuvre des réformes, ralentissant ainsi la création d'un marché intégré. La sécurité pourrait également devenir un problème plus complexe, car les forces confédérées, malgré leurs gains, seraient incapables de surmonter les défis posés par des groupes terroristes et des divisions internes. Ce scénario pourrait mener à une instabilité croissante avec des tensions diplomatiques et une remise en question de l'efficacité du modèle confédéral. Dans tous ces scénarios, la clé résidera dans la capacité de Traoré et de la Confédération à maintenir une cohésion interne forte tout en répondant aux défis externes. Le scénario de base semble le plus probable, mais chaque évolution dépendra de la gestion des tensions internes, de la flexibilité des mécanismes confédéraux et de la capacité à attirer des soutiens régionaux et internationaux. La transformation rapide du Sahel sous la direction d'Ibrahim Traoré soulève des questions essentielles pour l'avenir de la région, mais aussi pour ses habitants. La Confédération des États du Sahel est plus qu'un projet politique. Elle incarne un changement profond qui touche la vie quotidienne des citoyens. Dans les zones frontalières, la carte biométrique AES a déjà simplifié les déplacements, offrant aux familles séparées par les anciennes frontières une nouvelle forme de mobilité. Dans des villes comme Gao, Niamey ou Ouagadougou, des commerçants expriment leur satisfaction face à la réduction des formalités douanières, ce qui permet de renforcer l'économie locale. Les petites entreprises, notamment dans l'agrotransformation et l'énergie rurale, bénéficient déjà de l'accès facilité aux lignes de crédit régionales offertes par la Banque confédérale. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour des millions de personnes qui ont vécu pendant des décennies dans des contextes d'incertitude et d'isolement économique. Mais ces changements ne sont pas perçus de la même manière partout. Dans les zones rurales enclavées, la majorité de la population reste peu informée des réformes qui se déroulent à un niveau institutionnel. Le mot confédération semble encore abstrait pour beaucoup, et bien que la mobilité se soit améliorée dans certaines zones, les disparités demeurent. La question clé ici est: comment s'assurer que cette transformation touche tous les citoyens et pas seulement ceux des grandes villes? Les résultats tangibles sont là, mais ils doivent être accompagnés d'une stratégie de communication plus large pour intégrer l'ensemble de la population dans ce processus de changement. Si la Confédération veut réussir, elle devra renforcer ses efforts pour rendre ces avantages accessibles à tous. C'est en écoutant les besoins des communautés locales et en agissant de manière plus inclusive qu'elle pourra véritablement changer la trajectoire du Sahel. Pour que la Confédération des États du Sahel, sous Ibrahim Traoré, puisse poursuivre sur sa lancée et assurer un avenir prospère, une feuille de route claire et structurée est essentielle. Cette lignée de solutions doit répondre non seulement aux défis actuels, mais aussi à ceux qui pourraient surgir à moyen et long terme. Voici trois leviers stratégiques pour ancrer la transformation de manière durable. D'abord, une cartographie des compétences et des ressources.
Chaque ministère national devra identifier les agents mobilisables pour les missions confédérales. Cette initiative vise à créer un vivier commun de talents et de ressources d'ici fin mars 2026. En regroupant les compétences, la Confédération pourra garantir une meilleure réactivité aux enjeux régionaux. Ensuite, une harmonisation des calendriers parlementaires. L'un des défis majeurs de la Confédération est la coordination des processus législatifs entre les États membres. Une approche commune des sessions parlementaires permettrait d'éviter les chevauchements dans la prise de décision, facilitant ainsi l'harmonisation des politiques publiques. L'objectif est de minimiser les divergences et d'améliorer l'efficacité des débats législatifs régionaux. Enfin, un suivi et une transparence des projets. Un tableau de bord public permettra de suivre la mise en œuvre des projets confédéraux. Chaque initiative, qu'il s'agisse de l'infrastructure, de la sécurité ou du développement économique, sera mesurée et rendue publique. Cela renforcera la transparence et la participation citoyenne, tout en assurant que les progrès sont réellement réalisés sur le terrain. Ces trois leviers sont cruciaux pour ancrer la Confédération dans une dynamique de croissance durable et inclusive. En agissant sur ces axes, la région pourra surmonter ces défis tout en consolidant l'unité régionale. Au cœur de la transition du Sahel, un nom revient sans cesse, Ibrahim Traoré. Son leadership, marqué par une action rapide et résolue, a transformé la Confédération des États du Sahel en un modèle d'intégration régionale. Mais au-delà des protocoles et des réformes, c'est l'humain qui demeure au centre du projet. Un simple témoignage d'un sergent burkinabé qui a déclaré: Avant, on attendait, maintenant, on agit, résume tout le changement en cours. Il ne s'agit pas seulement d'un changement politique, mais d'une véritable transformation de l'état d'esprit des populations, qui passe de l'attente à l'action. Ce sentiment d'appartenance à une structure confédérale prend forme dans les gestes quotidiens. Dans les rues de Ouagadougou, de Bamako ou de Niamey, les symboles de l'AES, passeport, carte biométrique, logo, apparaissent de plus en plus, dessinant lentement une identité partagée. Ce nous confédéral commence à prendre forme dans les gestes simples mais puissants de tous ceux qui, au quotidien, vivent de cette transformation. La véritable réussite de la Confédération, comme l'a souligné Traoré lui-même, résidera dans ces détails invisibles, dans ces moments de vie vécus, plutôt que dans les grands discours. Et si ce projet va au-delà des institutions et devient une histoire commune vécue par les peuples du Sahel, alors l'avenir de cette confédération pourrait être plus solide que jamais. Le chemin parcouru par la Confédération des États du Sahel sous Ibrahim Traoré est une source d'espoir pour toute la région, mais il reste encore beaucoup à faire. Pour qu'une véritable transformation soit durable, chaque citoyen du Sahel doit se sentir impliqué dans ce projet commun. La Confédération n'est pas simplement un groupe de pays qui travaillent ensemble. C'est un mouvement qui a le potentiel de redéfinir la manière dont les peuples du Sahel se perçoivent et agissent ensemble. Ce processus de construction commune demande l'engagement de chacun. Alors, dans votre propre vie quotidienne, comment percevez-vous l'évolution de cette région? Avez-vous observé des changements dans votre propre communauté ou au-delà de vos frontières? La transformation du Sahel n'est pas uniquement une question d'accords politiques ou de stratégies économiques. C'est avant tout une histoire humaine qui commence dans les gestes simples et les interactions quotidiennes. Nous vous invitons à partager vos réflexions et à contribuer à ce récit en pleine évolution. Quelles sont vos attentes, vos espoirs et vos préoccupations face à cette confédération en construction? Engageons la conversation et imaginons ensemble ce que l'avenir du Sahel pourrait être, un futur plus uni et résilient.